bon, le film c'est un peu scénarisé, on voit les accrochages avec sa femme, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Enfin, c'est scénarisé, mais c'est pas inventé, quoi, parce que Pardon, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. je vais essayer. Donc, je disais que c'est un peu scénarisé dans le film, leur relation, mais que c'est vraiment comme ça qu'ils vivent, Holman et sa famille, ils vivent vraiment comme on le voit dans le film. Les accrochages entre Holman et Patricia, c'est tous les 2 jours, je pense. Ils sont vraiment extrêmement stressés, extrêmement tendus, parce que vous avez vu dans le film, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps les escortes qui sont là, il y a tout le temps les véhicules blindés, il y a la trouille, quoi, la trouille toute bête de ce qui peut arriver. On se déplace tout le temps avec 2, 3 gardes du corps, c'est une angoisse permanente. Et Holman vit comme ça depuis des années. Donc là, dans les jours qui viennent, enfin au mois de juin, il s'en va pendant 1 an à Harvard. Il vient d'obtenir, enfin il vient d'être sollicité par Harvard pour faire des cours de journalisme pendant 1 an. Donc il a accepté parce que ça lui permet pendant 1 an de décompresser. Et il part avec sa femme et ses enfants, donc pendant 1 an, il va pouvoir changer un peu d'air, parce que c'est irrespirable. Enfin, on peut pas s'imaginer comment on vit quand on est dans cette situation-là. C'est absolument étouffant, c'est insupportable. Donc là, il va s'en aller pendant 1 an. Le côté négatif, c'est que son émission va certainement disparaître, parce que lui ne sera pas là, et qu'en plus, financièrement, ils sont en train de souffrir énormément. Donc là, il est fort possible que comme travaillait, disparaisse dans les prochains mois. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu, des points particuliers. On découvre bêtement, comme c'est petit, grand, la Bolivie. Quand on voit Bogota et puis la côte, et il y a à peu près comme l'île de Marseille. Alors on ne se rend pas compte que c'est si grand et qu'il y a une infrastructure de communication tellement ahurissante par la géographie. Là, on découvre. J'avoue que je ne savais pas que c'était à ce point quand on regarde un atlas. On a l'impression que c'est tout petit. Ah ouais, la Colombie, c'est très grand. Alors, avec une infrastructure routière qui est géographique, parce qu'il y a les montagnes, on ne peut pas circuler déjà, c'est terrible. Ça devrait être tout fait, ces choses-là. C'est l'élémentaire pour circuler. On se croirait au Moyen-Âge avec une route au milieu, puis rien, des forêts. C'est extraordinaire. Non, mais on ne peut pas l'imaginer. Là, ça apprend beaucoup de voir. C'est certain que, moi j'étais jamais allé en Colombie avant. Là j'ai découvert entre Bogota c'est une capitale comme toutes les capitales européennes, enfin le nord de Bogota, le nord. J'imagine, puis à côté de ça, les gens n'ont même pas. Pourquoi on arrache, c'est bien, bon. Pourquoi on leur donne pas d'argent, c'est bête, pourquoi on leur donne pas d'argent pour planter des cultures vivrières sur les terrains, qu'ils laissent en friche? C'est fait exprès, c'est pas possible. Il y a un gros souci, c'est que la feuille de coca, c'est une culture qui nécessite absolument rien, quoi. Ça pousse tout seul quasiment. En plus, c'est pour ça qu'ils le mangeaient autrefois. Ils le consomment toujours en Bolivie, au Pérou. Et là, en fait, la feuille de coca, quand il faut la ramasser, vous arrachez les feuilles et vous les mettez dans le sac poubelle. Et après, les gars, ils traînent les sacs poubelles, ils les emmènent dans des petits laboratoires où ils vont faire la pâte. Donc, si vous voulez, il n'y a pas. Là où il y a la coca, il n'y a pas d'infrastructure, vous n'avez pas de route, vous n'avez rien. Ce qu'on voit, c'est horrible. Mais si vous faites d'autres cultures, même de la banane ou autre chose, ce que vous voulez. Des cultures pour manger. Oui, mais ça ils l'ont à côté de la coca. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est ils n'ont pas de produits qu'ils puissent commercialiser, parce que quand vous faites de la banane, il faut pouvoir la transporter jusqu'au consommateur. Là, vous n'avez pas de voie, vous n'avez rien. Donc, en fait, leur souci, eux, c'est trouver la culture vivrière, elle existe. Par contre, quand il y a des fumigations sur les plantations de coca, ça détruit absolument tout ce qu'il y a autour. Et en plus, quand on cherche des cultures de substitution, il n'y a pas de réseau commercial, il n'y a pas d'infrastructure pour emmener ce qui est produit aux consommateurs. Donc ils ne peuvent pas s'en sortir, quoi. Mais il n'y a pas un désir du gouvernement de créer des infrastructures. Pardon ? Il n'y a pas un désir du gouvernement de créer des infrastructures, des routes, des moyens de c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, Holman le dit, il y a un projet, lui, il considère qu'il y a un projet paramilitaire. C'est-à-dire que le paramilitarisme, c'est une action politique, une action violente, mais en même temps, il y a une action économique. C'est-à-dire que le paramilitarisme a la main sur l'économie colombienne aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens qui sont déplacés, qui sont obligés de quitter leurs terres, derrière, vous avez des gens qui reprennent les terres. En Colombie, vous avez des populations autochtones qui sont propriétaires de leurs terres. La loi leur garantit
qui sont propriétaires de leur zone de vie, à condition d'être là. S'ils s'en vont, la terre peut être récupérée. Donc quand on fait fuir les gens, il y a tout de suite derrière des entreprises qui viennent et qui prennent et qui s'installent, soit pour des exploitations minières, soit pour l'industrie agricole, ça peut être de l'huile de palme, des choses comme ça. Et en fait, on le dit, le paramilitarisme, c'est une contre-réforme agraire. En fait, la terre repart vers les grandes exploitations. Je ne pense pas qu'il y ait une vraie volonté du gouvernement de traiter le problème en ce moment. Le gouvernement, pour l'instant, il traite Bogota, il traite les grands centres urbains, il traite les relations entre les grands centres, et puis toute la zone agricole, elle est abandonnée soit aux guérillas quand c'est la guérilla qui est là, soit aux paramilitaristes. Alors, bon, l'histoire de la Colombie, c'est qu'une grande guerre qui dure depuis... Bon. Quand on situe maintenant le début du conflit actuel, on le situe en 48. Alors c'est un petit peu bizarre parce que bien avant, il y avait déjà des conflits, des guerres régionales, beaucoup de conflits entre des petits potentats locaux. Et en 48, il y a eu un leader charismatique qui s'appelait Gaitán, qui était sur le point de prendre le pouvoir, un espèce de caudillo un peu comme Perón, mais bon. Et il a été assassiné en 48. Dans la foulée, il y a eu des émeutes terribles sur Bogota, donc il y a eu le Bogotazo qui a duré, je ne sais plus, quelques semaines. Ils ont mis la ville à sac, enfin ça a été terrible. Et pendant 10 ans derrière, il y a eu une guerre civile. Une guerre civile entre les deux grands partis qui est en Colombie, le Parti libéral et le Parti conservateur. Et ils se sont massacrés joyeusement pendant 10 ans. Il y a eu, d'après les estimations, 400 000 morts quand même. C'était pas une petite plaisanterie. Donc en fait, vous avez la différence entre ces deux partis, c'est la feuille de papier à cigarette, parce que c'est grosso modo les deux mêmes groupes. Il y en a un qui est un petit peu plus anticlérical, et puis l'autre qui est un petit peu plus... Les conservateurs sont un peu plus côté catholique, un peu plus traditionnaliste. Mais bon, la différence, elle est vraiment minime, c'est la grande bourgeoisie. Et ces gens-là se sont massacrés pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils ont dit, on est un peu bête de se taper dessus, on va faire autrement, on va se partager le pouvoir. Donc ils ont fait une espèce de système qui s'appelait le Front National. C'est ça. Le Front National. Donc là, ils ont décidé, pendant 4 ans, c'est nous qui prenons la présidence et vous avez le Sénat. Puis les 4 ans d'après, on fera le contraire. Donc en fait, c'était une espèce d'alternance, mais qui était automatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun jeu démocratique. C'était, hop, on se passe là. Et on continue comme avant à fonctionner avec des petits rajustements un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et puis on continue comme ça. Et c'est à ce moment-là, en 64, qu'est né ce qu'on connaît maintenant comme étant les FARC. La guérilla des FARC est née à ce moment-là. Mais dès la fin de la violencia, donc vers 58-60, il y avait des milices qui existaient, des milices de libéraux qui défendaient les libéraux, et puis des milices de conservateurs. C'était souvent des anciens membres de la police, des gens assez teigneux, qui sont devenus des paramilitaires en fait. Et les paramilitaires, la justification au départ, c'est de dire on protège les gens, on protège les grandes exploitations contre la guérilla et contre les FARC. Bon, ça c'est le prétexte de départ. Maintenant on se rend compte qu'ils ont mis le pays en coupe réglée, c'est-à-dire que tout leur appartient. Là, c'est cité à un moment au début du film, le dernier congrès qui a été changé au mois de mars, il y avait 80 sénateurs qui étaient en prison, enfin 80 sénateurs ou députés qui étaient en prison pour lien avec le paramilitarisme. C'est-à-dire qu'il y en a 80, c'est avéré, qui sont financés, ils sont tenus par les paramilitaires. Et dans le nouveau Parlement, il y en a 30 qui ont été élus dans un parti qui s'affiche ouvertement comme le parti des paramilitaires.